Bienvenue dans Droit de Cité. Notre invité du jour est le ministre de la Communication congolais, M. Lambert Mende. Monsieur Lambert Mende, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Droit de Cité. Merci. Monsieur Lambert Mende, nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour une série d'interviews exclusives. Nous aurions voulu savoir, aujourd'hui, la RDC reçoit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Qu'attend la RDC de cette visite de Ban Ki-moon à Kinshasa? Monsieur le secrétaire général des Nations Unies a programmé cette visite depuis un certain temps. Il s'agit de lancer le programme d'investissement pour la région des Grands Lacs, puisqu'on a estimé que la plupart des problèmes que nous connaissons en termes d'insécurité, de guerre, etc., sont provoqués par l'extrême pauvreté des populations, et qu'en faisant la promotion des investissements, on s'adresse aux causes de cette insécurité, de cette instabilité. C'est ainsi qu'il avait été décidé aux Nations Unies qu'un soutien massif soit accordé par la communauté internationale à la relance économique des pays de la région des Grands Lacs. Nous sommes très fiers que la capitale de la RDC ait été choisie comme rampe de lancement pour ces investissements dans l'ensemble des 11 pays de la région des Grands Lacs, et nous attendons le secrétaire général avec beaucoup de satisfaction. Monsieur le ministre, ce 16 février 2016 a été déclaré ville morte par l'opposition, et dans ce cadre-là, il y a eu une campagne d'information, ou plutôt de désinformation, où dans ce florilège, on a vu un message qui vous a été attribué, stipulant que vous deviez couper les connexions Internet dans tout le pays. Est-ce que vous reconnaissez être l'auteur de ce message, monsieur le ministre ? Tout d'abord, vous vous êtes rendu compte que c'était un faux message, parce que si le gouvernement voulait couper les connexions, elles auraient été coupées, or elles ne l'ont pas été. Et donc, ce message m'a été faussement attribué. Dieu merci, nos fins limiers sont parvenus à identifier l'auteur de ce message. Une plainte a été déposée auprès de notre parquet, auprès d'Interpol, parce qu'il s'agit d'une personne qui est à l'étranger. Et le gouvernement, ainsi que mon ministère, nous attendons aller jusqu'au bout pour décourager ce genre de pratiques dégoûtantes. Ne pensez-vous pas qu'avec ces procédés-là, la population se retrouve un peu prise en otage d'une guerre idéologique dont elle n'a pas elle n'est pas vraiment concernée par cette guerre-là en concret? L'idéologie n'a rien à voir. Il s'agit d'une malfaisance, c'est un crime, c'est un acte de délinquance que d'entrer dans de désinformation, que d'entrer comme ça dans les réseaux sociaux et d'imputer à une personne des propos qu'il n'a pas tenus. Donc nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes dans la délinquance. Quelle est la procédure que vous allez suivre par rapport à cette... La procédure judiciaire. Nous avons introduit une action auprès de monsieur le procureur général de la République, et puisque la personne est à l'étranger, le procureur collabore avec Interpol pour saisir ses collègues qui sont dans le pays où vit cette personne pour qu'elle soit poursuivie et sanctionnée. Quelques mots, monsieur le ministre, sur cette fameuse journée du 16 février qui a été déclarée par l'opposition ville morte. Il y a eu, comme disait Elvis Adidiema, un concours d'information ou de désinformation, une guerre de photographie. Quel est votre avis par rapport à cela? Est-ce qu'il y a eu ville morte ou pas ville morte? Je sais que vous avez déjà fait une déclaration là-dessus, mais pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, comment avez-vous analysé cette ville morte? Vous savez, nous sommes des gens qui vivons en République démocratique du Congo depuis des années. Nous savons ce que c'est une ville morte. Ce qui s'est passé le 16 février n'est pas une ville morte, puisque les gens ont travaillé. Toutes les administrations ont travaillé. Il y a eu bien, avec les menaces qui ont été faites par certains initiateurs de cette action, certains opérateurs privés qui ont ouvert un peu sur le tard, parce qu'ils ne souhaitaient pas être victimes de casse, mais dans l'ensemble, tout le monde a travaillé. Donc c'est un échec retentissant pour ceux qui ont cru qu'ils pouvaient prendre tout un peuple en otage à cause de leurs petites ambitions, des ambitions petites bourgeoises, pour ainsi dire. Parce qu'il n'y a aucune raison d'appeler les gens à une ville morte pour défendre une constitution que personne ne menace. Nous n'avons jamais eu l'intention de violer la Constitution. Le président n'a jamais violé la Constitution. Et donc vous appelez des gens à violer la Constitution, c'est totalement
irrationnel. Deuxièmement, la symbolique même du 16 février, nous sommes ceux qui avons manifesté le 16 février. J'étais dans les barricades, j'étais parmi les personnes blessées au pont Kassavou. En 92. Et j'étais surpris, ahuri de voir parmi les signataires de cet appel à la ville morte des personnes aujourd'hui dans l'opposition qui étaient dans le camp du défunt président Mobutu, qui avait organisé justement l'appel aux troupes pour nous réprimer. Et donc c'est quelque chose que le peuple ne pouvait pas comprendre et qui n'a pas pu intégrer et suivre. Donc finalement, cette action a échoué parce que la symbolique était faussée dès le départ. Monsieur le ministre, vous qui êtes la voix autorisée, comme on dit, de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous dites aux étrangers ou à la diaspora qui regardent un secrétaire général comme celui de l'UDPS, M. Bruno Mavungu, se faire agresser aujourd'hui? Eh bien, c'est quelque chose qui regarde ce parti. Je pense que je n'ai pas à juger le fonctionnement d'un parti politique auquel je n'appartiens pas. Vous savez, les partis politiques sont des faits privés. Et nous ne souhaitons pas que, comme porte-parole du gouvernement, nous portions des jugements de valeur sur les comportements des personnes morales privées que sont les partis politiques. Donc, c'est clair qu'il y a un problème de dysfonctionnement au sein de ce parti, il y a un problème d'image, il y a un problème de connexion entre les différentes composantes au sein de ce parti. Ça ne regarde pas le gouvernement, ça ne me regarde pas puisque je ne suis pas membre de ce parti, mais on se rend compte qu'à l'intérieur de ce parti, il y a des courants d'opinion qui s'entrechoquent et s'entrechoquent de manière violente, ce qui n'est pas acceptable, puisque un parti n'a pas à régler ses problèmes par la violence, puisqu'un parti, c'est un instrument d'exercice de la démocratie. On devrait plutôt privilégier le débat d'idées plutôt que la force physique. Alors, dans le débat d'idées, comme vous venez de dire, le nouveau président de la CENI a fait une déclaration devant un parterre de parlementaires et il a annoncé finalement qu'il ne pourra pas en tout cas organiser des élections en 2016. C'est pas enfin une victoire ou ce que le fameux secret de Polichinelle qu'avait utilisé le président de la République Joseph Kabila, c'est pas ça qu'aujourd'hui il n'y aura pas d'élection en 2016? Je ne sais pas pourquoi le président est lié à l'organisation des élections dans un pays où le législateur qui représente le peuple a décidé de prendre du gouvernement les attributions d'organisation des élections pour les confier à une commission indépendante. Alors pourquoi le président serait responsable du fait que les élections seront organisées ou ne seront pas organisées? C'est à la commission à assumer ses responsabilités et le président de la commission les a assumées. Il ne s'agit pas maintenant de faire du président le responsable de l'organisation des élections alors que la Constitution et les lois en disposent autrement. Donc nous prenons acte du fait que le président de la commission a estimé qu'il y a des contraintes. Il n'a pas dit qu'on n'organisera pas les élections en 2016, il a dit qu'il y avait des contraintes. Des contraintes qui ne permettraient pas de réaliser... Donc, je ne sais pas s'il a dit cela, je n'étais pas à cette réunion, mais nous, comme gouvernement, nous avons été au départ exclus de cette... structure d'organisation des élections et je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Il n'y a que la commission électorale qui peut s'expliquer là-dessus, pas moi, porte-parole du gouvernement. Ne pensez-vous pas que le gouvernement a un rôle à jouer quand même? C'est quand même un échec de ne pas pouvoir organiser les élections après avoir eu cette expérience de 2011 où le scrutin a été quand même très difficile à mettre en place. Mais le scrutin a été difficile à mettre en place en 2011, pas par la faute du gouvernement. Là où le gouvernement a donné les moyens, parce que nous sommes intervenus à plus de 95% de financement, malgré les promesses de ceux qui s'amusent aujourd'hui à multiplier encore des promesses de financement. Mais les élections se sont déroulées dans les temps, mais il y a eu des conséquences post-électorales qui sont fâcheuses, qui tiennent à quoi? Qui tiennent à une certaine culture politique, qui tiennent à des comportements. Ce sont des problèmes comportementaux qui ne concernent pas le gouvernement. Des partis qui estiment que lorsqu'ils ont perdu, ils peuvent se lancer dans une guerre contre ceux qui ont gagné. Ça ne regarde pas le gouvernement. Le gouvernement a fait sa part. Je pense que c'est pour
cette raison que le président a estimé nécessaire que nous ayons une concertation, un dialogue inclusif pour éviter que ces mauvaises habitudes ne puissent se répéter et insécuriser notre pays. Maintenant, on parle souvent du gouvernement, mais je pense que c'est à tort qu'on le fait parce qu'il s'agit de la Commission électorale nationale indépendante, il s'agit de la classe politique qui doit accepter d'adopter d'autres attitudes que celles regrettables que nous avons vues en 2016. Et vous savez, la classe politique, elle ne se réduit pas au gouvernement. Le gouvernement est composé d'acteurs politiques, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi le Parlement, qui doit libérer un certain nombre de lois. Il y a aussi tout le reste, la communauté internationale, qui doit faire des promesses et les tenir, alors qu'elle ne les a pas tenues en 2011. Chacun partage sa responsabilité et se mettre autour d'une table pour revisiter ce qui n'a pas marché, pour qu'en 2006, les élections soient suivies par une guerre entre nous, qu'en 2011, les élections soient suivies par des désordres avec des violations massives des droits de l'homme qui ont victimisé des Congolais, n'était certainement pas une mauvaise idée. En parlant de la communauté internationale, vous semblez très hostile à l'égard de l'Occident en général ces derniers temps. Pouvez-vous nous expliquer un peu d'où vient cette animosité? Je peux juste rajouter, excusez-moi monsieur le ministre, c'est surtout cet échange ou les propos que vous avez tenus à l'encontre de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Je n'ai aucune hostilité ni animosité envers qui que ce soit. L'Occident fait partie du monde, le monde auquel j'appartiens. J'ai étudié en Occident, donc quelque part il y a une interdépendance, mais il y a des principes qui guident le fonctionnement des États. Le premier d'entre eux, c'est l'autodétermination. Nous sommes un pays indépendant et lorsque un pays autre que la RDC prétend considérer la RDC comme une province, nous sommes obligés de rappeler ces principes-là, sans être nécessairement doués de sentiments d'animosité. C'est un rappel de principes. Sommes-nous indépendants, oui ou non? Je dis oui. Nous le disons. Et nous le disons, il ne faut pas que l'on prenne ça pour de l'animosité. Nous clarifions les choses. Nous sommes un pays indépendant. Il y a probablement des gens qui ne le croient pas. Nous, nous le croyons. Pour terminer, monsieur le ministre, une question un peu personnelle. Vous êtes réputé comme un orateur hors pair, comme un débatteur qu'on ne présente plus. Mais beaucoup s'accordent à dire que votre discours ne va pas forcément de pair avec votre intime conviction. En clair, est-ce que vous faites les choses par devoir ou vous faites les choses par le cœur, monsieur le ministre? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut savoir ce qu'il y a dans le cœur d'un homme, à part Dieu. Moi, je suis un croyant, et donc quelqu'un qui viendrait vous dire qu'il a lu dans mon cœur pour savoir si ce que je dis reflète exactement ce que je pense, ce quelqu'un-là essaye de se substituer au Créateur. Donc, c'est un peu excessif. Moi, je dis ce que je pense, et je pense ce que je dis. C'est tout ce que je peux vous dire. S'il y a quelqu'un qui a le moyen d'entrer dans mon cœur et de savoir mieux que moi si ce que je dis, je le pense, eh bien, je lui souhaite bonne chance. Permettez-moi de rajouter une question, Elvis. Aujourd'hui, c'est la diaspora qui vont vous suivre. Un dernier mot sur la diaspora. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes de l'étranger? Nous voudrions faire comprendre à nos frères qui sont à l'étranger que nous ne faisons aucune différence entre eux et nous. Moi, j'ai été dans la diaspora pendant 10 ans. J'étais exilé en Belgique. Je n'ai pas voulu y aller. J'ai dû fuir la répression sous le régime de Mobutu. J'ai été accueilli là-bas. Lorsque la conférence nationale souveraine a été convoquée, je suis revenu chez moi. Je comprends que d'autres puissent avoir des hésitations à revenir. Je voudrais leur dire que maintenant que la démocratie s'est réinstallée, il n'y a plus de raison politique de rester à l'extérieur. Des raisons économiques, peut-être. Des raisons sociales, peut-être. Chacun peut avoir ses raisons. On peut s'être marié là-bas, on peut avoir fondé une famille, on peut vouloir suivre l'éducation de ses enfants, mais affirmer que comme nous étions trouvés, nous, dans l'obligation, à la fin des années 70, début des années 80, de fuir le pays parce que les espaces de liberté étaient rétrécis aujourd'hui et qu'on peut fuir le Congo pour ces raisons-là, ça ne peut pas se justifier, vous-même vous le voyez tout le temps à travers l'explosion des opinions qui ne sont pas réprimées nécessairement. Aujourd'hui donc il faut revenir dans le pays et même pour ceux qui veulent rester à l'étranger, nous sommes en pleine période de révision des textes de loi pour les aider à pouvoir exprimer leur point de vue en ce qui concerne le choix notamment du président de la République. Ils vont pouvoir voter, donc ils doivent se comporter comme des citoyens
citoyens dignes et ne pas se sentir exclus de la grande famille des Congolais auxquels ils appartiennent, comme chacun d'entre nous. Merci, chers internautes, d'avoir suivi Droit de Cité. Notre invité du jour était le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, M. Lambert Mende. Monsieur Mende, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. C'est moi. Au revoir. Au revoir.